Bonjour, bienvenue à cet atelier. Donc, on est Bouygues Télécom et on va vous parler de l'engagement des collaborateurs Bouygues Télécom en matière de RSE. L'idée, c'était de valoriser leurs actions au quotidien et on conclura cet atelier avec Elsa qui travaille chez Open Climat, qui a monté Open Climat et avec laquelle on pourra un petit peu étendre le champ de la discussion. On va commencer tout de suite avec Olivia. Olivia, tu es chef de projet climat chez Bouygues Télécom. Bravo. À la direction RSE. Tes missions principales consistent à calculer le bilan carbone et piloter la stratégie climat de Bouygues Télécom. Est-ce que tu peux nous parler de l'engagement climatique de Bouygues Télécom, s'il te plaît? Bien sûr, merci Christophe. Alors effectivement, Bouygues Télécom est un acteur pionnier sur les sujets climatiques depuis plus de 20 ans, avec notamment un premier bilan carbone qui a été publié pour la première fois en 2007. Alors depuis, on a considérablement structuré notre démarche sur le sujet jusqu'à se faire certifier SBTi en 2022. Donc évidemment, ces engagements, ils sont alignés avec les accords de Paris et ils ont permis de projeter Bouygues Télécom jusqu'à 2027 avec des premiers objectifs de réduction sur nos scopes 1 et 2 de moins 29,4% et sur le scope 3 de moins 17,5%. Alors une fois qu'on a dit ça, la question c'est comment est-ce qu'on structure cette stratégie climat chez Bouygues Télécom. Alors nous, on est parti de notre bilan carbone et au niveau de chaque entrée CO2 de notre bilan carbone, on est venu identifier des leviers de réduction possibles. Au niveau de chacun de ces leviers de réduction, on est venu associer, identifier dans chacun de nos métiers des pilotes en interne, des porteurs de projets en interne sur ces grands leviers. Et puis, au niveau de chacun de ces leviers, évidemment, on a associé un objectif de décarbonation. Alors, est-ce que tu peux concrètement nous expliquer ce que contient en fait la stratégie climat de Bouygues Télécom ? Oui, bien sûr. Donc, si on regarde un petit peu plus dans le détail ces grands leviers de réduction, on est venu les décliner scope par scope. Donc, je parle bien des scopes de notre bilan carbone. Donc, si on regarde au niveau du scope 1, nos grands leviers de réduction, ça passe par la limitation de notre recours au fioul. Donc l'idée derrière ça, c'est de venir limiter notre recours au groupe électrogène sur nos sites réseau quand c'est possible évidemment. Sinon, on vient étudier les possibilités d'alimenter ces groupes électrogènes avec des biocarburants, notamment je pense à l'HVO100 et au cara végétal. Un second levier sur ce scope 1, toujours, c'est la décarbonation de notre flotte automobile. Donc ici, l'idée, c'est de venir augmenter le nombre de véhicules à faible émission dans notre flotte totale. Donc aujourd'hui, on est à 38% de véhicules à faible émission dans notre flotte automobile contre 32%. Juste en précision, ouais. C'est quoi un véhicule à faible émission? Un véhicule à faible émission, donc c'est par rapport à la loi LOM, qui met comme seuil d'émissions, donc 50 grammes de CO2 par kilomètre émis. Alors, ça concerne un parc pas que électrique, du coup aussi hybride. Donc, absolument. En fait, ça concerne et les véhicules hybrides rechargeables et les véhicules électriques. Merci pour la demande de précision. Si on passe au scope 2 maintenant, nos grands leviers de réduction, ça passe évidemment par toutes les actions de performance énergétique sur nos différents sites. Je pense notamment à un exemple assez concret sur nos sites réseau mobile où l'objectif c'est de venir limiter notre consommation en électricité sur ces sites mobiles et ça passe par le déploiement de green features. Donc les green features, qu'est-ce que c'est? Ce sont des fonctionnalités qui vont venir automatiser finalement la mise en veille de certaines fréquences de notre réseau qui sont inactives. Et donc, grâce à ce déploiement des green features, pour vous donner un ordre de grandeur, chaque année, on est capable d'économiser environ 13% de notre consommation d'électricité sur le site réseau. Et un second levier toujours sur ce scope 2, levier de réduction, grand levier de réduction, c'est de venir investir dans les énergies renouvelables. Donc, chez Bouygues Télécom, ça passe par l'investissement dans des garanties d'origine et des PPA. Et notamment sur ce sujet de PPA, on en a signé deux principaux assez récemment. Donc en 2024, on a signé un premier PPA avec Statkraft, qui était un PPA solaire. Et puis début 2025, on a signé un PPA biomasse avec Suez. Et donc aujourd'hui, chez Bouygues Télécom, on couvre 80% de nos consommations en électricité avec des énergies renouvelables.
Maintenant, si on passe au scope 3, il y a pas mal de travail, puisque sur ce scope 3, en fait, il représente 98% de nos émissions de gaz à effet de serre. On est venu structurer des grands leviers de décarbonation assez majeurs. Donc, ça passe notamment par l'éco-conception généralisée dans toutes nos activités directes. Donc, par exemple, on vient éco-concevoir toutes nos box grand public. Typiquement, l'année dernière, en 2025, on a sorti notre B-Box Wi-Fi 7 et dont l'empreinte carbone a été réduite de 30% par rapport à sa version de référence. Et cette réduction, elle est achevée grâce à notamment donc, l'utilisation de 90% de plastique recyclé sur le casing de la box et puis le retrait de l'écran par rapport à sa version de référence. On éco-conçoit également le déploiement de nos sites réseau. Et là, je me tourne vers toi, Cynthia, puisqu'on utilise du béton bas carbone, de l'acier recyclé, mais je te laisserai détailler ça davantage concrètement juste après. Et on éco-conçoit également le déploiement, les concepts de nos boutiques. Donc ça passe par l'optimisation de l'isolation des boutiques, mais aussi l'optimisation de l'aménagement de nos boutiques via la création de mobilier modulable et puis le choix de matériaux plus durables pour aménager ces boutiques. Au-delà de ces leviers d'éco-conception, on va aussi venir allonger la durée de vie de tous nos équipements chez Bouygues Telecom. Donc ça passe par l'allongement de la durée de vie de nos équipements fixes, donc nos box qu'on va venir reconditionner pour leur offrir une seconde vie dans d'autres foyers. Et également sur le périmètre réseau, on va venir allonger la durée de vie de nos équipements réseau qui, au préalable, ont pu être démontés de certains de nos anciens sites réseau pour justement les remonter sur de nouveaux sites et étendre ainsi leur durée de vie. Et enfin, notre dernier levier d'action direct sur ce scope 3, il concerne l'optimisation du cycle de vie de nos mobiles. Donc ça passe par toutes nos offres de reconditionnement et en ce sens-là, je pense qu'on peut mentionner le partenariat avec Back Market qu'on a signé l'année dernière, qui est un acteur majeur du reconditionnement sur le marché. On pousse aussi, en tout cas, on sensibilise nos clients à privilégier la réparation lorsque leur téléphone est cassé plutôt que d'acheter directement un nouveau smartphone. Et puis enfin, sur le volet plutôt B2B, cette fois, on va proposer des locations mobiles plutôt que de l'achat. Donc tous ces grands leviers-là que je viens de vous détailler, ce sont plutôt des leviers d'action qu'on va dire directs, mais à notre sens, il est important pour une bonne stratégie climat également d'associer à ces leviers d'action directs des leviers d'action indirects. Alors je dis indirect parce que on ne peut pas tout de suite modéliser dans le bilan carbone une réduction CO2. Néanmoins, ces leviers d'action indirects, ils restent essentiels pour venir faire évoluer l'écosystème d'une entreprise et pour porter la transformation et la transition. Et en l'occurrence, chez Bouygues Telecom, ça passe, en tout cas ces leviers d'action indirects, ils passent par la sensibilisation, par l'accompagnement de nos clients, de nos collaborateurs, de nos fournisseurs. Et je pense que à ce titre, on peut mentionner un exemple pertinent d'action indirecte, et je me tourne vers toi Alexandre, c'est notre démarche fournisseur sur laquelle tu diras quelques mots. Donc pour conclure sur la façon de structurer une bonne stratégie climat, en premier lieu, c'est de venir identifier nos grands leviers de réduction par rapport à nos émissions de gaz à effet de serre. Ensuite, c'est de venir structurer, mettre en place une gouvernance qui est opérationnelle. Nous, chez Bouygues Telecom, on est vraiment venu identifier dans chacun de nos métiers des porteurs de projets, des pilotes qui viennent incarner ces sujets environnementaux dans chacun des métiers et surtout qui viennent décliner nos grands leviers de réduction en actions concrètes, en actions chiffrées qui font sens pour le métier. Et je terminerai par dire donc sur un troisième point qui est en tout cas le point fort à notre sens de la stratégie climat chez Bouygues Telecom, c'est vraiment son approche par le bas. Aujourd'hui, on a, comme je le disais, consolidé, identifié dans chacun des métiers des pilotes qui viennent incarner ces sujets, qui sont proactifs, qui portent des nouvelles initiatives. Et c'est vraiment ce qui fait que cette stratégie climat, elle est plurielle et elle apporte beaucoup de choses. Et donc aujourd'hui, on se retrouve autour de la table avec des expertises tout à fait diversifiées et qui apportent énormément de choses. Et donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir deux représentants, donc Cynthia au réseau et Alexandre aux achats, qui vont détailler justement comment est-ce qu'on décline concrètement en action ces grands leviers de réduction. Merci beaucoup Cynthia. Avant de donner la parole à Olivia, et avant de donner la parole à Cynthia, on aura aussi demain un atelier qui sera sur le même thème avec des experts métiers qui vont venir parler de tout ce qu'on fait au marketing, dans les boutiques et au réseau. Cynthia, c'est ton tour. Oui, merci Est-ce que beaucoup. tu peux nous parler de peut-être ton parcours pro, comment t'es arrivé là?
pour commencer? Oui, bonjour à tous. Merci de participer à cette table ronde. Merci au WIS du coup de nous accueillir. Donc moi je suis Cynthia Joseph. Je travaille chez Bouygues Télécom depuis 3 ans. Je suis architecte de formation initialement. Donc j'ai travaillé en tant que maîtrise d'œuvre. J'ai également été assistante à maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'ouvrage déléguée sur différents types de projets, que ça soit de la réhabilitation, que ça soit de la rénovation et également de réaménagement tertiaire. Du coup, aujourd'hui, c'est quoi ta mission là concrètement voilà. aujourd'hui? Et donc aujourd'hui, chez Bouygues Télécom, je suis chef de projet. Je m'occupe de reconstruire, d'aménager, de transformer des sites qui sont déjà existants. Donc des sites d'ancrage. Ce sont des sites qui permettent aujourd'hui à Bouygues Télécom en fait de transiter, de faire transférer de l'information et de permettre à l'ensemble de nos équipements tels que nos télévisions, nos radios, nos smartphones de bien fonctionner. Et donc moi je suis maîtrise d'ouvrage. Et donc je travaille avec des maîtrises d'œuvre, un certain nombre, et donc avec des personnes qui sont qualifiées et qui nous apportent leurs connaissances pour pouvoir faire transformer et évoluer ces sites. Alors très concrètement, est-ce que tu as, alors la réponse je la connais, est-ce que tu as participé concrètement à un projet qui va dans le sens d'abaisser nos émissions carbone dans le bon sens? Oui, et ça c'est une grande fierté. Donc avec cette équipe, l'équipe avec laquelle je travaille et au sein de Bouygues Télécom, on a travaillé sur un projet dans le sud de la France, un projet situé à Carcassonne, sur lequel en fait on a eu l'opportunité de mettre en place 6 leviers différents. Pourquoi on a permis cette évolution et ce projet? C'était un site qui était déjà existant, qui a partiellement brûlé et qu'il a fallu que on transfère et qu'on vienne créer sur une parcelle juste à côté. Du coup, ce site, il est parti de zéro. Et donc, pour commencer, un des premiers leviers qu'on a mis en place, c'est les dalles. On a utilisé un béton en fait moins carboné pour pouvoir réaliser ce projet. Je ne sais pas si vous avez la chance d'avoir la petite vidéo en parallèle qui illustre. Non, elle n'est pas là. Bon, c'est pas grave. Donc du coup, pour ce projet en particulier, donc il faut imaginer qu'on avait 2 dalles, une dalle béton sur laquelle on est venu implanter un pavillon, un local technique. Dans lequel on a abrité des infrastructures, et une deuxième dalle sur lequel on a implanté un groupe électrogène fixe. Pour ceux qui sont un peu moins familiers avec cette terminologie, il faut imaginer que c'est un équipement qui permet en fait à notre site, si demain Enedis était coupé, de pouvoir fonctionner. Donc il prend le relais électrique. Voilà, ce GE il est intéressant, et donc ça fait partie d'un deuxième levier qu'on a pu mettre en place, c'est qu'il fonctionne avec du biocarburant, et donc c'est ce que Olivia nous précitait précédemment. Aujourd'hui il fonctionne avec du fuel, mais demain à l'avenir en fait il a cette possibilité, il est hybride, on va pouvoir utiliser des huiles végétales pour pouvoir le faire fonctionner. Donc ça c'est une grande fierté, et donc on attend. Un troisième levier qui est intéressant, c'est la structure de ce bâtiment. On a l'habitude de construire pour des raisons évidentes en béton. Aujourd'hui, on a intégré en fait une ossature bois qu'on a recouverte, et donc du coup avec une finition qui ressemble à un pavillon maçonné, mais le bâtiment en lui-même a cette structure bois. On a fait appel donc à des équipes locales qui sont venues et qui ont permis en fait de déployer cette solution qu'on n'aurait pas forcément pu mettre dans un autre environnement, dans une autre région. C'est parce que localement on avait cette source d'approvisionnement, et on avait les compétences aussi avec des charpentiers spécialisés pour pouvoir œuvrer et mettre en place ce projet. Donc ça c'est un autre levier qu'on a pu mettre en place. Ensuite, le site est dans son fonctionnement lui-même. Ce qui est intéressant, c'est que si vous êtes un petit peu connaisseur, on a différentes zones dans des locaux techniques. On a une zone beaucoup plus orientée infrastructure avec l'énergie. Et donc, pour refroidir l'ensemble de cette zone, on a choisi de mettre en place un levier qui est le free cooling hybride. Comment ça fonctionne? Eh bien, on vient capter l'air extérieur quand elle est inférieure à 20 degrés, et on laisse ouvert en fait les ventilations, on ventile le site et on le refroidit naturellement. Quand c'est pas possible, environ 3 mois dans l'année, on isole complètement le local, et là on fait fonctionner les climatiseurs. Et on le refroidit de cette manière-là. Il faut savoir que du coup, ce que je vous parlais, c'est que le site il est composé de 2 zones différentes, une zone vraiment technique et une zone avec des équipements télécoms. Cette zone avec les équipements télécoms, c'est une zone qui produit énormément de chaleur. Nos équipements produisent
beaucoup de chaleur. Et donc, on a choisi aujourd'hui, pour refroidir, de mettre en place ce qu'on appelle les hot corridors. Donc, un espace qui est isolé du reste. Donc, cette zone est isolée, elle est fermée et elle est refroidie individuellement pour permettre, en fait, de traiter les points chauds qui sont créés directement en insufflant l'air chaud vers l'extérieur directement, qui ne soit pas mélangé au reste de la zone technique. Donc voilà, c'est l'ensemble des leviers qu'on a mis en œuvre sur ce site-là et c'est vrai que c'est un beau projet. C'est important surtout on assimile souvent nos centres de collecte à des data centers et on sait que l'énergie pour les data centers c'est quelque chose pour le refroidissement en tout cas c'est quelque chose de très conséquent et là on arrive à faire des choses un peu différentes qui nous permettent de refroidir un peu plus simplement et que ça coûte moins d'énergie et moins cher aussi. Exactement. Il faut imaginer que cette solution de refroidissement, on peut l'utiliser, donc le free cooling hybride, environ 70% du temps. Il faut imaginer qu'à partir de juin, notamment dans le sud de la France, il fait assez chaud. Donc là, on va commencer à isoler, on va utiliser les climatiseurs principalement, mais sinon, dans le reste du temps, le site fonctionne avec une ventilation naturelle. Merci beaucoup Cynthia. De rien. Je voulais juste pour conclure sur ce projet remercier aussi les partenaires. Je vais pas tous les citer, mais on a réalisé ce beau projet avec des maîtrises d'œuvre avec une maîtrise d'œuvre qui est impliquée et avec des partenaires. Et ça c'est possible parce qu'il y a eu un travail conséquent qui a été fait en amont. Et du coup, je pense que on doit remercier aussi l'ensemble de la chaîne Bouygues Télécom et en particulier. Merci en tout cas. Dans les territoires, c'est plus facile pour nous de soutenir des projets comme ça. Ça parle mieux. Qu'est-ce qu'on fait d'habitude? Bravo. Important. Merci beaucoup. Monsieur le maire, avant de te poser une question, j'en ai une qui est un peu dirigée, c'est tu fais ton métier, tu vas en parler, et tu fais aussi autre chose en termes d'animation transverse de la RSE, c'est que tu fais des petits déjeuners. Et comme je suis un de tes bons clients, j'aime bien y participer. Est-ce que tu pourrais nous en toucher juste 2 mots parce que c'est des initiatives qui sont intéressantes? Bonjour à tous. Donc déjà juste pour me présenter, donc Alexandre Lemaire, donc je fais partie de la direction des achats. Donc ça fait à peu près bientôt 5 ans que j'y suis, avec un passé en fait vraiment dans l'ingénierie de l'analyse de cycle de vie. Donc c'est pour dire que ces profils-là peuvent aussi intégrer des directions achats parce que c'est pas forcément logique en fait à premier abord. Mais vous allez comprendre avec toutes les tâches que je vais décrire. Pour rebondir sur ta question, effectivement, j'ai un exemple en fait d'action transverse qui peut notamment être montre la proactivité en fait d'une direction sur ces sujets. En fait, on a mis en place des ateliers de sensibilisation. Donc, on a appelé Petit Déj parce que bon, ils sont le matin. Et à la base, c'était surtout pendant le Covid. Donc, on était tous avec notre mug avec du café devant son écran pour suivre ces ateliers. Donc, en fait, pendant 30 minutes, une fois par mois, on va vraiment vulgariser un sujet sur toutes les thématiques environnementales. Et pour vous dire, on n'a pas manqué d'inspiration. On en est déjà à peu près à 45 sujets. On a toujours des nouveaux sujets, tellement que ce sujet est très, en fait, concerne tout à la fois du point de vue professionnel, mais aussi personnel. Donc juste pour dire ce que l'on fait globalement à la direction des achats. Donc déjà pour rebondir sur ce que disait Olivia, on a vraiment cette vision que la direction RSE va être le pilote de la stratégie au global, vraiment définir la feuille de route, définir les grandes orientations et ensuite chaque direction va à son niveau concrétiser en fait ses engagements avec vraiment s'introduire dans le quotidien des personnes et donc nous à la direction des achats dans le quotidien des acheteurs. Donc nous ce qu'on a choisi de faire, c'est d'avoir une petite équipe dédiée entièrement sur ces sujets-là, à la direction des achats. Donc on est 3 personnes entièrement sur le sujet environnement. On n'est vraiment pas acheteurs. Et on va être vraiment le support des acheteurs. Donc il y aura plusieurs missions. La première chose, ça va être déjà de former tous ces acheteurs. Dans notre direction, on a à peu près une cinquantaine d'acheteurs. Donc de les former et qu'au final, ils aient tous le même niveau que nous 3 en fait sur ces sujets, parce que c'est eux en fait qui vont être en lien direct avec les fournisseurs. Et c'est vraiment nous les acheteurs, on les voit comme les ambassadeurs de toute la stratégie RSE. Donc il faut qu'ils soient vraiment très au fait de tout ce qui se passe. Donc on les forme à la fois sur la méthodologie, parce qu'on a mis un questionnaire environnement pour départager les fournisseurs. Donc là, on va vraiment rentrer dans la technique. Et après, tout ce qui est méthodologie d'ACV. Bon, du coup, comme j'ai fait de l'ACV, c'est pratique. Je les forme sur ces sujets-là. Parce que, au final, je pense que vous êtes tous au courant, mais l'analyse du cycle de vie, ça reste le moyen le plus fiable et robuste de vraiment évaluer un produit ou un service et de départager en appel d'offres telle ou telle solution. Donc ça, c'est l'aspect, on va dire, tout ce qui est plutôt mesure. Donc on a un gros travail de mesure, même, on va dire, de fiabilisation du bilan carbone. Comme l'a dit Olivia, le scope 3. Donc nous, on agit aussi sur le scope 2, mais ça, tu l'as déjà expliqué, je ne vais pas trop
rentrer dans le détail, mais sur le scope 3, donc nos achats, c'est presque 80% du scope 3A. Et en fait, on a un très gros levier, à la fois donc pour la réduction, ça je vais en parler juste après, mais aussi dans la fiabilisation, parce que vous êtes très certainement au courant si vous avez déjà regardé un bilan carbone, mais on peut utiliser ce qu'on appelle des flux financiers. Donc en gros, on va aller sur l'ADEME, on va regarder la base de données qui donne pour 1000 € achetés de tel ou tel matériau, voilà ce que ça donne. Mais on dit en général qu'il y a 80% d'incertitude sur ce sujet-là. Donc c'est mieux de récupérer les empreintes carbone chez les fournisseurs. Et donc là, ça c'est nous, c'est aux achats qui incitons les fournisseurs à nous fournir cette empreinte carbone. Et il faut qu'elle respecte surtout les bons référentiels. Parce qu'une empreinte carbone, ça peut être juste un chiffre ou ça peut être un rapport complet de 50 pages. Donc il faut aussi des personnes qui puissent vérifier tout ça. Donc ça, c'est plutôt dans la partie mesure. Et donc ce questionnaire environnement dont j'ai parlé tout à l'heure, sur lequel on forme les acheteurs, vont en fait permettre de départager les fournisseurs. On dit à hauteur à peu près de 15%, donc c'est pas non plus négligeable. C'est quand même une note qui est assez importante. Pour ceux qui sont un peu acheteurs, se disent waouh, c'est même énorme, 15% en réalité. On demande aussi donc l'empreinte carbone ou l'ACV qui peuvent rentrer dans cette note-là. Donc ça, c'est l'aspect mesure, fiabilisation du bilan carbone. Après, donc on a un aspect donc sensibilisation formation, j'en ai parlé avec les acheteurs, ça j'en ai déjà parlé, mais aussi externe, on va dire avec nos fournisseurs. Donc en gros, on a mis en place donc ce qu'on appelait le parcours maturité fournisseur. Donc c'est toute une sorte de bibliographie qu'on a un peu validée, donc qui est présent sur le site Corporate Bouygues Telecom. Nous on leur envoie le lien, ils peuvent aller consulter tout ça. Et donc ça c'est pour tous ceux avec qui on travaille, mais aussi ceux qui sont encore en tant que prospects, donc des fournisseurs, des entreprises avec qui on travaille pas, pour qu'ils puissent s'améliorer sur les différents thèmes que nous on évalue dans les appels d'offres. Donc ça, c'est la partie plutôt sensibilisation, formation. Après, on a un gros travail de suivi et d'accompagnement. Donc là, l'action principale, c'est des rencontres que l'on fait annuellement. Donc on a appelé les rencontres stratégiques climat et environnement. Et donc ça, on le fait avec le top 50. Donc le top 50, c'est top 50 chiffre d'affaires à peu près. Ça représente aussi à peu près 80% de l'empreinte carbone globalement du scope 3A. Et donc là, ça c'est un rendez-vous assez important qui est de manière annuelle, et on invite à la fois les acheteurs, le fournisseur, mais aussi la direction RSE et les opérationnels, donc que ce soit le réseau, ça peut être la communication, etc. Donc là, nous, on a aussi ce rôle un peu transverse d'intégrer toutes les directions de l'entreprise. Sur l'aspect suivi, je crois que j'ai fait le tour. Il y a un aspect aussi que j'aime bien mettre ici, c'est tout ce qui est automatisation du suivi des fournisseurs via les outils des acheteurs. Donc on a un SI achat globalement que les acheteurs utilisent au quotidien, et il faut vraiment, nous c'est ce qu'on conseille et qu'on voit que ça marche, c'est de s'intégrer dans cet outil-là. Donc d'avoir une donnée globalement qui va être aussi disponible que le prix en face de chaque référence ou service. Et après, le plus important selon moi, c'est l'aspect, on va dire, réduction. Donc là, c'est comment on peut engager les fournisseurs pour qu'ils suivent globalement notre trajectoire SBTI. Donc nous, on a des objectifs sur le scope 3 que Olivia a rappelé. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est globalement que dans chaque contrat, on retrouve le même chiffre de réduction qu'on a sur le scope 3. Donc ça, pour nous, ça c'est vraiment l'idéal. Donc du coup, c'est vraiment aller au cas par cas avec chaque fournisseur. Donc là, on vise d'abord le top 50, parce que bon, pour vous donner une idée, on a 3000 fournisseurs à peu près. Donc avec ce top 50-là, d'aller les voir un par un et de dire sur quoi vous êtes prêts à vous engager. Donc ceux qui ont déjà des objectifs SBTI, du coup, c'est plutôt, bon, c'est pas forcément facile, ça se fait pas en une heure. Il y a quand même plusieurs réunions nécessaires. Mais surtout, on leur dit, nous, on veut bénéficier vraiment sur ce qu'on achète chez vous de votre engagement global qui est au niveau de l'entreprise. Et donc ça, on l'a fait pour l'instant sur une quinzaine de fournisseurs. Donc on a commencé par les plus matures. Et donc le but, c'est de le décliner sur la totalité de notre top 50. Et donc là, on va vraiment mettre en avant cet aspect questionnaire avec le niveau de la maturité, la partie empreinte carbone ACV. Ça, c'est devenu en fait une obligation quand on signe la clause. Et surtout un objectif de réduction sur l'empreinte carbone. Et donc, on essaye d'avoir un shift annuel qui va se répéter d'année en année tant qu'on continue à acheter le produit ou le service. Au top. Ce que j'aime bien, Alexandre, c'est que quand je te lance... Je suis lancé, ouais. Ouais, et puis du coup, ça m'évite de poser des questions. C'est parfait. Merci encore. Je t'en prie. On a un timing, donc moi, j'aurais bien laissé parler Alexandre encore quelques heures. Malheureusement, on ne peut pas. Olivia, juste avant de passer la main à Elsa, le contexte actuellement autour de la RSE, il semble un peu étrange. On parle de backlash. On voit des entreprises qui reculent dans leurs promesses d'engagement, on voit des gens qui se désengagent des accords de Paris ou autres. Comment nous, on résiste chez Bouygues Télécom à ça? Est-ce qu'on résiste déjà, la question, et comment on résiste? Oui, évidemment. Je pense qu'on l'entend beaucoup depuis ce matin. Aujourd'hui, le backlash environnemental dont on parle, il est davantage politique que citoyen. Je pense qu'on remarque, et ça a été aussi répété plusieurs fois ce matin,
On remarque que globalement, le public, il reste très concerné par la transition environnementale. Et ça, c'est quelque chose qu'on observe aussi chez Bouygues Télécom, en tout cas chez nos collaborateurs qui n'ont jamais été autant mobilisés, autant plein d'initiatives. Je pense qu'aujourd'hui, on évolue dans un contexte où on fait face à beaucoup de dissonances qui vont peut-être créer de l'incompréhension, de la confusion, peut-être même un petit peu de la peur face aux défis environnementaux. Et nous, en tout cas, on croit chez Bouygues Télécom que plus que jamais, il est nécessaire de rendre désirable, de rendre possible et de rendre concrète la transition écologique. Et on croit fortement que face à chaque problème, si on est en capacité d'amener des solutions, d'apporter des solutions, finalement, on va créer cette dynamique qui va mettre tout le monde en mouvement et qui va donner la capacité à toutes et tous, notamment nos collaborateurs, d'agir. Alors peut-être pour donner un exemple concret d'une innovation récente chez Bouygues Télécom en ce sens, on peut parler de notre formation Cap Climat qu'on a sortie au mois de septembre. Alors c'est une formation qu'on a créée en collaboration et j'insiste sur le terme collaboration parce que... Peut-être pas trop en dire, parce que comme Claire va en parler tout à l'heure, ce serait bien que les gens aillent voir Claire. Exactement. Sur une séance bien dédiée. sûr, bien sûr. Donc c'est davantage du teasing, mais voilà, Cap Climat, c'est vraiment une formation qui est concrète et qui permet de donner les clés aux collaborateurs pour être formés sur les sujets climatiques au prisme du numérique et leur donner aussi la capacité de s'approprier notre stratégie climat et identifier les grands leviers de décarbonation à leur échelle. Et en ce sens, je pense que c'est vraiment un exemple d'innovation qui prouve que Bouygues Télécom est résilient dans ce contexte-là aujourd'hui. Tout à fait, l'engagement il est présent chez de nombreux collaborateurs. Je ferai un petit clin d'œil à Mathieu là-bas qui est au fond en train de nous écouter, qui est formateur Cap Climat. Donc c'est un collaborateur du réseau qui donne de son temps en plus de son métier pour accompagner cette formation. Donc il y a certes le speech de Claire tout à l'heure à 14h, mais sur le stand, n'hésitez pas à venir jouer à ces jeux ou à voir de quoi ça a l'air concrètement une formation Cap Climat qui a été montée avec la société Deuton. Merci donc pour tous ceux qui sont chez Bouygues Télécom. On va sortir de Bouygues Télécom un petit peu avec Elsa. Alors Elsa, je suis ravi de te revoir. Ça fait des années qu'on se connaît à travers le WIS. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que c'est Open Climat, à quoi ça sert ? Oui, alors bonjour à tous. Donc Elsa Chai, je suis la cofondatrice d'Open Climat. Avant ça, je travaillais en conseil en stratégie sur les problématiques climat pour des grandes entreprises. Et c'est là en fait que je me suis aperçue que le sujet climat, ça restait un sujet d'expert. Donc votre rapport RSE doit sans doute faire 150 pages. Je sais pas qui l'a lu, même vous peut-être parmi les employés, mais ça c'est le constat que je me suis fait et ça c'est un très gros problème au-delà de la petite blague sur le rapport. Parce que ça fait en sorte que les entreprises qui agissent ne sont pas valorisées, parce que personne ne le sait dans les parties prenantes qui travaillent avec vous. Que ce soit, si je suis un fournisseur, comment mes clients savent ce que je mets en place. Donc là, c'est l'exemple de ce qui a été dit avec Alexandre. Mais au-delà de ça, la dimension financière aussi, côté investisseur, comment favoriser les entreprises qui agissent. Côté client final, consommateur, évidemment. Côté talent, comment est-ce que je me dirige vers des entreprises qui sont plus vertueuses. Donc le constat, ça a été de se dire, il y a un vrai sujet autour de l'accès à cette information. Et donc ça a été notre mission avec Open Climat de résoudre ça en se disant, on veut créer une plateforme qui centralise l'info, qui la fiabilise et surtout qui fait en sorte qu'elle soit utilisable non pas par quelques experts qui s'y intéressent, mais par toutes les parties prenantes pour intégrer ça dans leur choix du quotidien. Parce que l'enjeu, c'est vraiment ça, c'est de se dire comment on fait en sorte que les entreprises qui agissent gagnent et soient valorisées dans les préférences. Donc ça a été un peu mon obsession et c'est de là qu'on a créé Open Climat. Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu fais dans le retail pour concrétiser un peu les choses ? Oui, pour donner un peu un exemple concret. Donc dans le retail, ça va beaucoup résonner avec ce que Alexandre a dit. Donc dans le secteur de la distribution, tous les distributeurs, Carrefour, Leclerc, Auchan, etc., ont ce sujet de se dire mon scope 3, la majorité de mes émissions vient de mes fournisseurs, vient de ce que je vends en magasin, Danone, Coca, des PME, etc. Comment est-ce que je les embarque dans la démarche ? Parce que si eux réduisent pas, moi je vais jamais réussir à réduire mon empreinte. Et donc la solution jusqu'à présent, ça a été on va chacun leur envoyer un questionnaire, et ce qui fait que côté fournisseur, côté entreprise, je reçois des dizaines et des dizaines de questionnaires.
cette solution fonctionnait pas forcément. Il y avait peut-être moins d'appui, là, ce qu'on entendait tout à l'heure avec Alexandre. Ça fonctionnait pas forcément parce que les fournisseurs étaient fatigués de répondre à des dizaines de questionnaires. L'information était déclarative, donc pas vérifiée. Et le dernier point, c'est que même quand on avait des réponses, on se retrouvait avec des Excel géants et les distributeurs, enfin un acheteur a du mal à aller regarder cet Excel, l'intégrer vraiment dans ses décisions, etc. Donc il y avait quelque chose qui faisait que ça fonctionnait pas. Donc dans la distribution, il y a eu une initiative collective où ils se sont dit il faut qu'on s'unisse, on va sur une seule plateforme pour demander à nos fournisseurs communs d'échanger cette information. Et donc, ils ont choisi Open Climat. Donc, concrètement, tous les distributeurs disent à tous leurs fournisseurs, nous récupérons l'information que vous remplissez une seule fois, qui a été vérifiée une seule fois sur Open Climat, pour l'intégrer, nous, dans nos processus de décision. Et là, c'est la clé, et c'était un bon exemple tout à l'heure, se dire, bon, bah, ça ne doit pas être uniquement un sujet de reporting. Évidemment, c'est clé pour piloter son scope 3, ses réductions. Mais si on veut que les entreprises agissent, bah, ça doit être mis dans les mains des acheteurs qui intègrent ça dans leurs décisions. Et là, tout à l'heure, j'étais contente d'entendre que bah, ça pèse pour 15% dans le choix, et ce qui fait que ça crée une dynamique vertueuse. Parce que si je suis un peu cynique, si je suis fournisseur, je pourrais me dire, bah, j'agis pas pour le climat. En fait, j'agis parce que c'est un véritable impact business. Et c'est là la clé d'avoir un impact systémique et tous les fournisseurs qui se mettent à agir. Que ça sorte un peu du débat d'experts, de nous qui sommes convaincus, etc. Mais que ça rentre dans les usages. Donc c'est voilà. Et facile. Plutôt facile à faire. Et du coup facile, aussi. c'est ça. Est-ce que tu veux conclure par un dernier message? Est-ce que tu veux passer un message? Bah, peut-être un petit mot. Effectivement, le sujet du scope 3, du climat, c'est complexe parce qu'on peut pas se dire on met en place une stratégie, on agit seul et on y va. Enfin, on doit embarquer toute sa chaîne de valeur. Et en même temps, moi, c'est ce que je trouve le plus fascinant, c'est que dans le climat, tous les acteurs ont les mêmes intérêts. C'est-à-dire qu'on a tous, nos fournisseurs ont intérêt à réduire, vos fournisseurs ont intérêt à réduire, vous avez intérêt à ce qu'ils réduisent, et vous devez collaborer ensemble. Et je trouve que l'exemple dans la distribution, c'est encore plus marquant parce que ça change un peu le prisme de, on voit un acheteur et avec un fournisseur dans les box, c'est un peu un ring. Il y en a un qui veut monter le prix, l'autre qui veut le baisser. Et en fait, sur le sujet du climat, c'est le seul sujet où en fait les deux ont besoin les uns des autres et de réduction. Et donc ça nécessite de repenser comment on collabore, comment on intègre ça dans des objectifs, comment on valorise les entreprises engagées, comment on valorise des produits qui sont meilleurs. Mais c'est en train de se produire. C'est difficile de changer un peu tout ce mécanisme. Mais en tout cas, c'est la seule façon d'y arriver, c'est de le faire ensemble, de le faire en collectif, parce qu'on a tous les mêmes objectifs. Merci beaucoup. On peut voir qu'ici, il n'y a pas de backlash apparemment. Je pense que le sujet, il continue et quel que soit l'univers politique américain ou autre, on en est préservé. Donc merci beaucoup à tous de vos interventions. C'était très chouette. Vous pouvez continuer l'échange avec les personnes sur notre stand si vous le souhaitez. Et n'hésitez pas à les interpeller. On n'a pas le temps pour les questions-réponses parce que le monsieur derrière, il est en train de me faire des yeux terribles. Donc je lâche mon micro, je vous rends la parole et merci à tous. Au revoir.